Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui va aujourd'hui parler d'un article que je trouve intéressant de Psychology Today. C'est l'attrait des traits de personnalité sombres et ça permet de rebondir sur la capsule que je vous ai faite sur le développement des groupes incel. Et en l'occurrence, tout ce qui est l'attrait de tout ce qui est énergie émotionnelle négative, obscure, qui peut permettre une densification des liens et paradoxalement une association de beaucoup de personnes, même si c'est au travers de la souffrance et du mal-être. Donc, on se retrouve un peu dans la triade sombre qu'on avait déjà abordée à certains moments. Je vous lis l'article, c'est de Laura Visupetra qui est PhD et en l'occurrence, ça commence par pourquoi certains trouvent du charisme dans le côté obscur non conventionnel. Il est difficile d'expliquer pourquoi les individus présentant des traits de personnalité sombres évidents, de notre ancien tyran de classe au candidat politique extrémiste, bénéficient d'une attention et d'une reconnaissance croissante au lieu d'être activement mis à l'écart. Et ça, vous allez souvent voir que des personnes dites toxiques arrivent à, mine de rien, avoir beaucoup de personnes autour d'elles, alors parfois liées à de la peur, liées à plein d'autres éléments, mais pas que. Et c'est un peu ce dont on va parler. Qu'est-ce qui les rend attrayants et surtout pour qui ? Si la valeur évolutive et socialement adaptative des traits de personnalité sombres a été étudiée, nous en savons relativement peu sur les bénéfices potentiels de leur intégration dans nos communautés, voire de leur valorisation comme modèle potentiel. Une étude récente, portant sur près de 7000 personnes au UK, pendant 5 décennies, a clairement démontré que les harceleurs de cours de récréation, ce que maintenant on appelle les bullies en anglais, qui affichaient des comportements plus agressifs, impulsifs, ou sujets à des excès de colère tout au long de leur scolarité, gagnaient plus par la suite. Alors, vous imaginez comment ce type d'étude peut être ennuyante pour un système où on tente que tout le monde suive des règles et des normes et que justement les bullies et autres personnes un peu obscures sont mis sur le banc alors qu'il semblerait qu'il pourrait y avoir un plus à laisser ce type de personnalité se développer. C'est un peu flippant. L'augmentation des revenus est de près de 4% pour une augmentation donnée des troubles du comportement étant proche de l'avantage de 6% attribué à de meilleures compétences cognitives. Ce n'était pas le cas des enfants souffrant de troubles de l'attention ou de difficultés émotionnelles qui, comme on pouvait s'y attendre, gagnaient moins. Les salles de classe sont déjà des environnements socio-compétitifs, de sorte que les enfants armés d'une agressivité à surmonter socialement, pas nécessairement scolairement, finissent par être favorisés par le marché du travail concurrentiel et malgré la culture d'entreprise actuelle qui cultive un sentiment d'appartenance et de tolérance, ça c'est une politique, mais c'est pas un sentiment. Sinon, on n'imposerait pas une politique si réellement il y avait de la tolérance. Vous voyez le contre-coup. Aujourd'hui, si on développe de plus en plus des safe places, comme les ricains appellent, c'est parce que, naturellement, c'est pas ce qui se fait, ou ce qui s'est fait. Donc du coup, quand ils disent « aujourd'hui on cultive ça », c'est pas réel. C'est que il est obligé d'y avoir une création d'une zone de sécurité et d'apaisement pour que les gens puissent se sentir à l'aise, sinon il y a des sanctions. Les traits sombres des PDG offrent toujours des avantages concurrentiels dans des environnements commerciaux extrêmement compétitifs. On sait, il y a beaucoup de psychopathes, voire sociopathes, qui arrivent à très haut niveau et qui gagnent de très hauts salaires dans des entreprises parce que justement, il n'y a pas du tout l'attention de l'autre et il y a même l'esprit compétitif et l'esprit de domination, ce qui est un petit peu le vecteur inverse d'une safe place, où tout le monde devrait être pris sur un pied d'équité. Alors que dans le quotidien, sans ces règles-là, c'est une loi du talion, une loi du plus fort, une loi de si je peux t'écraser, je t'écraserai pour mon propre profit. En examinant de plus près les explications au niveau interpersonnel, nous trouvons des preuves contradictoires quant à savoir qui apprécie les personnalités sombres. Intuitivement, nous pourrions penser que les profils admirateurs est à l'opposé de la personnalité sombre, dépourvu des attributs mêmes qu'il idéalise. Ouais, projection.
Les personnes présentant une forte hémophilie, une tendance à tomber amoureux rapidement et souvent, également associées à un attachement anxieux, ont tendance à être attirées par des individus présentant des traits sombres. Attachement anxieux, c'est intéressant ça comme notion. Cependant, il a été démontré que pour les relations à long terme, la plupart des personnes présentant elles-mêmes des traits de la triade sombre élevés peuvent tolérer des partenaires présentant des niveaux élevés de traits similaires de la triade sombre. Et c'est assez cohérent. Il y a de fortes chances qu'à partir d'un certain moment, on pourrait le reprendre par rapport aux énéagrammes, où il y a certains, le typage en 8 par exemple, pourrait reprendre des notions proches des triades sombres, ou certains aspects des triades sombres, vu qu'il y a cette notion de colère, de violence et de prise de pouvoir. Et il y a un truc tout bête, c'est si la personne est reconnue comme forte dans ce qu'elle fait, elle sera acceptée et pas du tout mise à distance ou même personne n'ira faire la guerre contre parce que il est fort, il prend son pouvoir, tant que ça n'influe pas trop sur le pouvoir qui est pris par l'autre, ça leur pose pas de problème. Ce qui pourrait expliquer cette notion-là. Dans les univers fantastiques, nous constatons que les méchants sont principalement préférés par les publics ayant un profil de personnalité sombre élevé, en particulier les psychopathies et les machiavélismes, qui rapportent du plaisir, de l'identification, de la fascination et de l'empathie à leur égard. Alors, c'est marrant de dire psychopathie et machiavélisme avec empathie, quoique le machiavélisme, on a une empathie sombre, une empathie orientée. La noirceur du méchant active une capacité d'action absolue, faire avancer les choses à sa manière, déséquilibrée par l'intérêt commun, ce qui prédit la fascination et l'empathie du public au-delà de la simple admiration pour sa capacité à faire bouger les choses. Une similitude accrue avec des héros sombres accomplit l'attraction d'un moi plus sombre, minimise l'automenace car des mondes fictifs existent séparés de la réalité. Les auteurs évoquent cependant la possibilité que les implications s'étendent au-delà des histoires et des univers de fiction. Lorsque d'autres personnes réelles deviennent des héros fictifs ou vivants, la similitude perçue devient moins menaçante et même, dans une certaine mesure, attrayante. Donc, cette notion vraiment de dark side de certaines personnes est attractive pour de nombreuses personnes, ne serait-ce que par le rapport projectif que ça peut apporter, et cette espèce parfois on peut avoir ça là avec les notions d'anti-héros. La plupart des gens dans le fictif, dans la fiction, ils vont dire ça les rend humains. C'est comme si la noirceur était quelque chose d'humain et d'acceptable par l'humain. C'est très bizarre. Le tableau devient encore plus intriguant lorsque l'on revient au monde réel en réfléchissant à la façon dont la présence pour les traits sombres se reflète dans les choix politiques des individus. Les électeurs populistes, qui adoptent des attitudes reflétant le soutien à la souveraineté du peuple, l'opposition à l'élite et la division manichéenne entre le bien et le mal, dont on constate qu'ils présentent des niveaux plus élevés de personnes sombres et une faible agréabilité. Alors je vous rappelle, l'agréabilité, c'est dans les Big Five, donc sous le modèle Océan, sont plus susceptibles d'avoir une perception positive des candidats à personnalité sombre. Moi, vu mon niveau d'agréabilité, je comprends que j'aime bien les personnalités sombres, effectivement. Et merde, je suis foutu. Les auteurs suggèrent que dans des cultures aussi diverses que l'Australie, Brésil, Finlande, Hongrie, Italie, Turquie ou US, un mécanisme universel reliant les attitudes anti-élites du public au succès des candidats politiques aux personnalités plus dures et plus intransigeantes pourrait être la clé pour expliquer ses préférences. Il est intéressant de noter que le fait de ressentir une forte fracture émotionnelle entre les groupes politiques et d'exprimer de la méfiance, de l'aversion, voire de la haine envers un groupe opposé est plus prononcé chez ces personnes présentant un narcissisme élevé. Il a été démontré que cela est particulièrement dû à la composante rivalité de ce trait, générant un sentiment d'avoir droit antagoniste, axé sur la défense de soi contre une menace perçue de l'extérieur du groupe. Cela n'a pas pu être attribué à la composante admiration du narcissisme, ce qui suggère que ce n'est pas principalement leur sentiment de supériorité et d'importance personnelle qui justifie la préférence. Okay. L'inverse est également valable, les candidats ayant une personnalité sombre plus élevée ont tendance à amplifier la polarisation affective. On sait très bien ce que ça fait, et on voit comment on est impliqué, et là on revient sur la capsule précédente. À partir du moment où on arrive à avoir des émotions communes, et des émotions qu'elles soient positives ou négatives, on arrive
à attirer et maintenir des systèmes, donc des groupes de personnes, à un moment donné. Comme le montre une récente étude, à grande échelle incluant des informes. Ok, d'accord. En résumé, nous avons trouvé diverses explications justifiant la fascination des personnalités sombres, qui peut se traduire par une image idéalisée, un vote favorable, un salaire plus élevé ou un poste de pouvoir plus important. L'un des mécanismes est la similarité perçue, permettant l'épanouissement d'un moi plus sombre dans le domaine du fantasme et de l'imagination, sans être limité par l'intérêt commun et sans les conséquences négatives perçues. Si on rebondit juste sur cette phrase-là, on peut se dire que Jung, là-dessus, avec sa notion d'ombre, a quelque chose de très juste. Si vous ne percevez pas votre propre ombre, ou que vous ne savez pas où est-ce qu'elle vous dirige, vous pouvez vous dire, tiens, c'est bizarre que je sois enclin à apprécier des personnes qui sont des saloperies, ou en tout cas, on va dire qu'il y a un niveau d'agréabilité bas. Et du coup, il y a un questionnement à se dire c'est quoi le reflet que ça fait. Et connaître ces ombres, et peut-être les ombres vont pas être forcément exprimées, mais voir quelqu'un qui exprime une ombre que l'on a, ça a quelque chose d'hyper apaisant, mine de rien, parce que déjà ça fait je suis pas tout seul. Et donc il y a une espèce d'admiration, ou en tout cas d'envie d'être avec, parce que c'est comme si c'était une libération de soi-même au travers de l'autre, une substitution si on pouvait dire ça. Dans une relation interpersonnelle, cela semble être la marque de fabrique de l'adhésion à une stratégie de vie rapide, similaire dans les domaines émotionnel, hémophilie, et pragmatique, partage d'objectifs, d'agentivité similaire. Ce qui rend les individus présentant un trait sombre des partenaires attrayants. Enfin, dans l'arène politique, cela semble principalement motivé par une auto-menace et une hostilité perçue amplifiée par des discours de politique. Ok. L'attrait du côté obscur crée un sentiment de cohésion accrue au sein du groupe, et là on revient vraiment sur le truc des incels, avec ceux qui admirent les personnalités sombres et séduisantes. Cependant, avec le temps, il peut aussi engendrer un sentiment d'aliénation vers la personne non affiliée, voire une dissociation des aspects plus positifs de soi et de son passé. Tout comme la fascination pour le pouvoir obscur du Seigneur des Anneaux, l'attrait du côté obscur a un coût pour l'individu. Lorsque Sam tente de distraire Frodon de sa méditation solitaire en l'interrogeant sur les bons moments passés dans le comté, vous souvenez-vous de ce morceau de lapin, Monsieur Frodon? Il reçoit une réponse plutôt sombre. Ok, bon. Ok. Donc, c'est assez intéressant, et c'est aussi, je trouve, assez déculpabilisant pour les personnes qui peuvent se dire je comprends pas pourquoi je suis attiré par des gens qui sont pas forcément bienveillants et positifs. Il y a quand même quelque chose qui se passe dans notre psyché par rapport à ça, et après, bien sûr, je vous invite clairement à avoir un entourage le plus constructif pour vous. Le mot positif, vous savez très bien que j'y crois pas trop. On peut avoir des gens qui justement sont un peu dark side, mais qui peuvent vous permettre de construire des choses et vous permettre d'être mieux dans votre quotidien. Ça, c'est important, sans devenir, comme ils disent à un moment ou à un autre, aveugle ou dépendant et perdre des facettes de votre identité par rapport à ces gens-là. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai plus rapidement aussi. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.